Donc, voici la première fois que je fais cette présentation. Donc, je suis un petit peu nerveux, donc soyez indulgents. Mais je suis sûr que tout va bien se passer. Maintenant, tout d'abord, je veux dire quelques mots sur moi. Moi, je m'appelle Igor, je viens de Suisse. Je travaille sur plusieurs projets que vous avez sûrement entendus. La plupart, c'était des composants en symphonie. Donc maintenant, voyons ce que c'est qu'Advanced Silex. Donc voici un exemple basique, une petite blague amusante, parce qu'en fait, Silex est le framework, le micro-framework le plus important. Et c'est la seule chose que je pouvais coller sur le tweet, parce qu'il a fallu que je le coupe, évidemment. Donc, comment faire si on veut faire quelque chose de réel? Donc, je vais vous montrer comment construire une poubelle, une corbeille. Et voilà la tête que ça a. Donc, un formulaire assez simple, vous pouvez coller quelque chose là-dedans, puis ensuite le jeter, le mettre à la corbeille, puis le regarder. Donc, tout d'abord, ce qui est le plus important, c'est la manière dont installer Silex. Probablement la plupart d'entre vous ont déjà utilisé cela par le passé. Donc on a remarqué que c'était un peu problématique parce que ça ne marchait pas dans des tas de setups. Donc c'est pourquoi on a décidé de s'en débarrasser. Vous pouvez toujours le voir si vous savez où le chercher, où le trouver. Mais on suggère d'utiliser Composer à la place. Comme vous le savez déjà, j'en suis sûr que vous savez à travers, pour installer quelque chose à travers Composer, vous faites composer.json, vous faites Silex, puis install, et puis vous l'avez. Voici le point de départ. Donc vous incluez le Composer Autoload et puis toutes vos classes. Si vous voulez construire cette application, il faut avoir une sorte de persistance. Donc évidemment, on peut utiliser Redux parce que c'est absolument fantastique, et ça simplifie les choses. Donc on va utiliser Twig. Donc 2 lignes, Composer Update et boum, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Voici quelques fournisseurs de services vraiment géniaux. Donc, tous ceux qui sont à l'écran, qui sont des bibliothèques très intéressants, donc Register Service Provider, Twig. Et vous êtes prêts? Dans quelle racine a-t-on besoin pour cette application? C'est vraiment assez facile. Il suffit d'avoir un point de départ. Il faut créer quelque chose de nouveau. Donc, commençons avec la page d'apprentissage. Donc, voici racine simple. Il faut un paramètre parent, donc il faut donner un espace existant ou en cloner un, et ça vous s'enregistre au Twig. Pour la création, ça c'est un peu plus complexe, mais en fait, ça n'est pas trop difficile. C'est assez basique, comme vous pouvez le voir. La plupart d'entre vous ont déjà fait cela de très nombreuses fois. Puis pour arriver à paste, on va le chercher. Donc ce que cela fait, c'est que ça vous donne un plan d'exception. Et c'est assez basique. Donc à un moment donné, vous allez remarquer que vous avez cette
énorme page qui arrive, qui est plein de saloperies et dont on n'a vraiment pas voulu. Si vous êtes perdu, parce que c'est un énorme dossier avec des tas de trucs dedans, ça devient impossible à gérer, c'est ingérable. Donc, que faire? Comment réparer cet ennui? C'est véritablement une pagaille démentielle. Donc, il faut avoir une sorte de structure qui nous permette d'avoir pas tout sur le même dossier. C'est bien pour des choses simples, mais ça devient très rapidement effarant et ingérable. Donc, Composer aide énormément déjà, parce que vous utilisez des bibliothèques existantes au lieu de réécrire tout vous-même. Donc, ça réduit le nombre de codes que vous-même devez gérer et maintenir. Une des premières choses que j'aime faire, c'est de découper les dossiers en front contrôleur et puis dans un autre dossier qui contient toutes les applications. Dans la manière de procéder, au lieu d'appeler ça run, il faut revenir sur l'application. Et le PHP va revenir sur quelque chose qui est déjà inclus. Donc, ça vient dans le web/index. On peut faire ça très facilement. Donc, la valeur de return de require va être l'application elle-même. Puis, on peut la faire marcher à partir de là. Donc, c'est la première étape qui nous permettra de tester ce code, qu'on verra un peu plus tard. Bon. Maintenant, si on regarde cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que ça permet de faire une seule chose? Non. Cela permet de faire un bon nombre de choses. Donc, on a plusieurs choses qui se passent là à l'écran, concomitantes. D'abord, on a le parsing qui prend une requête et la parse dans un objet à coller. Ensuite, on a une phase validation. Et puis enfin, on a la persistance ou le stockage. Donc, il y a plein de choses différentes qui se produisent de manière simultanée au même endroit. Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire SRP? Une seule personne? Ah ben. SRP, ça veut dire Single Responsibility Principle, le principe de responsabilité simple. C'est l'un des principes fondamentaux du code Queen. Et cela dit qu'on devrait faire une seule chose à la fois. Donc, si on revient sur les phases précédentes, il y a trop de choses qui se passent en même temps et au même endroit. Donc, comment simplifier, comment séparer les... Eh bien, la manière dont on procède, c'est que l'on crée des classes séparées pour chaque responsabilité qui se traitent de chaque sujet indépendamment, ce qui fait un code beaucoup plus gérable, mais également plus facile à tester. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, parce que c'est véritablement cool, c'est d'utiliser PSR0, autoloading, donc pour créer vos classes dans un format approprié. Après, vous ajoutez le téléchargement automatique et ça va charger tous ces dossiers automatiquement pour vous. Donc, voilà les trois responsabilités. Donc, on va créer trois classes pour le parsing, la validation et le stockage. Maintenant, analysons le parseur. Le parseur prend une requête et retourne un faisceau qui représente l'ensemble. En ce cas, il y a en fait un champ ID séparé
Donc, je vais remettre l'identité. Non. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà essayé de tester quelque chose de ce type, mais c'est vraiment mal là parce que votre test ne devrait jamais dépendre de l'environnement dans lequel vous travaillez, il ne devrait pas dépendre du temps, parce que le test devrait être réitérable. On peut faire le même test aujourd'hui que demain, ça ne devrait faire aucune différence. Donc, que faire pour corriger cela? Eh bien, on utilise une variable et PHP vous le donne. Donc, ça va vous permettre de remplacer cette valeur dans le test. Voici différentes choses qui sont très mauvaises pratiques, particulièrement si on a association avec Silex, parce que ça rend le testing impossible, ou très difficile en tout cas. Mais c'est quelque chose que j'ai vu à moult reprises. Les gens utilisent les headers et les fonctions echo parce qu'ils ont l'habitude de servir de ces fonctionnalités. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils brisent ils fractionnent la requête. Ce qui signifie que quand vous essayez de faire tester, vous aurez des choses du type erreur de output buffering, parce que vous avez mal placé le output, et ça met des choses sur votre console qui ne sont pas souhaitables, et ce n'est pas très bien. Donc ce genre de truc devrait être évité à tout prix. En outre, on fait le parseur. On normalise le contenu. Il faut créer différentes méthodes pour cela, pour vous autoriser à les tester individuellement. Alors, le validateur, on a extrait le logique et on a fait quelque chose de spécifique qui peut valider un projet. Ensuite, on a le stockage. Qui fait partie de la bibliothèque Redis. Et on voit comme c'est utile. Maintenant, vous définissez votre service Pimple pour ces objets particuliers. C'est génial parce qu'il suffit de les remplacer quand on veut. Alors, ce qu'il faut absolument faire, c'est utiliser l'injection dépendance. Et si vous voulez, vous pouvez créer votre fournisseur de services pour cette fonction, mais en de nombreux cas, c'est probablement inutile. Sauf si vous en avez des tonnes, vous pouvez les mettre directement dans un seul dossier. Probablement plus facile. Quand on utilise ces services dans notre contrôleur, il n'y a pas tellement moins de code, donc vous aurez de toute façon un bon nombre de codes dans le contrôleur, et c'est déjà un progrès, parce que chaque partie spécifique fait ce qu'il a à faire. Ensuite, regardons maintenant comment ça marche avec les tests. Qui a déjà un test écrit pour ce genre d'application? Pas tellement. Alors, ça doit être assez intéressant pour vous. Donc, première chose, unit PHP. La seule chose que vous devez savoir sur ce dossier, c'est qu'il faut spécifier l'autoload du composant directement en tant que bootstrap, et ça va se charger automatiquement. Les autres choses qu'il faut faire dans le setup, mais ça ne devrait jamais être le cas,
Normalement, ça suffit. Ensuite, il y a encore plein de... Copier ça, c'est beaucoup plus simple. Sinon, vous aurez trop plein de saloperies. Maintenant, pour tester l'application, il y a deux approches différentes qu'on peut prendre, ou les deux en concomitance, mais c'est deux tests différents qu'on peut faire. Donc, on a les tests fonctionnels et les tests units. Dans les tests fonctionnels, tente de tester soit l'application en entier, ou l'application entière avec certaines parties spécifiques qui sont remplacées, pour s'assurer que tout marche assez bien ensemble, s'articule correctement. Puis ensuite, les tests d'unité qui testent une classe spécifique ou une méthode spécifique. Donc, si vous avez un tas de textes fonctionnels, dans beaucoup de cas, ça va être très très lent. Dès qu'on utilise le Datastore pour le test, il faut créer une nouvelle base de données pour chaque test. Et ça va vous prendre longtemps. J'ai fait ça sur un des projets que j'avais menés, mais au fur et à mesure que le nombre des tests s'accroissait, la durée des tests devenait extrêmement lente à effectuer. Et ce n'est pas bien. Les tests ne devraient pas être lents. Donc on va maintenant regarder comment est-ce qu'on peut gérer ça, ce problème. Premièrement, j'aimerais bien vous montrer une test unit. La plupart d'entre vous sont déjà familiers avec ce genre de processus. Donc, ce n'est pas du tout spécifique à Silex, ce que je vous montre là à l'écran. C'est simplement un test unit. Mais si vous voulez avoir un code testable dans votre application Silex, il faut appliquer les mêmes règles que vous feriez pour n'importe quel autre code. Il faut simplement suivre les mêmes règles. Donc ici, on teste le validateur en faisant marcher, en testant quelques valeurs. Maintenant, on va regarder le texte fonctionnel. Nous avons donc plusieurs de composants de Symfony qui nous aident à faire cela. Ce qui est bien, et que probablement le plus important que Symfony nous donne, c'est le HTTP kernel ou le HTTP kernel, l'interface entre requête et réponse. Ce que ces classes font, c'est qu'elles modèlent le HTTP. L'une des choses qui est vraiment bien et ça nous permet de faire, c'est de simuler une requête dans un test. Et ça, c'est génial, parce que vous pouvez créer une requête virtuelle dans votre mémoire et les faire marcher sur votre app, ce qui vous donne un test fonctionnel. Donc, avant, on avait inclus ces composants dans Silex. On a changé ça depuis quelques semaines. Donc, ils ne sont plus inclus par défaut. Il faut demander spécifiquement de les inclure si l'on veut. Et voilà comment on fait. Et Silex donne aussi le Web Test Case. Donc, le Web Test Case ne vous donne pas réellement énormément de possibilités. D'ailleurs, ne vous donne pas grand-chose. Et c'est une extension qui va vous donner une méthode de réaliser un test virtuel pour tester vos applications. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la méthode Create Application, qui est une des raisons pour lesquelles nous avons séparé les applications avec le front controller et le file, parce que maintenant, on peut inclure ça. Et on a l'app et on peut l'utiliser comme ça. On a aussi modifié, ce qui est un truc vraiment génial aussi. Donc, on a
class storage. Et c'est un processus assez lent. Quand on utilise Redis, ça ne va pas être très long parce que en utilisant Redis, ce n'est pas aussi lent qu'avant ou de créer une base de données nouvelle à chaque test. Mais néanmoins, c'est une bonne idée de n'utiliser pas la base de données actuelle dans le test parce que si vous le faites, vous avez besoin d'avoir une banque de données qui marche tout le temps. Et potentiellement, vous risquez de détruire vos données si vous ne prêtez pas grande attention à votre processus. C'est plus intelligent de remplacer ça avec des fausses données. Et vous pouvez faire ça en utilisant PHP Mocking. Donc là, on crée un new mock pour le stockage. Et ce qui est pas mal non plus, c'est d'avoir le gestionnaire d'exception. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir 500 réponses. Et quand il y a des exceptions quelque part, et ces 500 réponses vont être intégrées dans l'objet de réponse qui va vous revenir. Du gestionnaire, ce n'est pas vraiment utile, parce que d'abord, on n'a pas le stack trace, et ensuite, c'est très facile de ne pas remarquer qu'il y a des erreurs qu'on commet. Donc, quand vous défaites l'exception handler, l'exception va passer à travers, et vous imprimez la pile sur la console. Donc maintenant, voyons comment ces tests fonctionnels marchent. Nous avons le storage mock, et par défaut, le mock en PHP ne fait rien. Il remplace simplement toutes les métriques avec des choses qui ne font rien et qui sont inactifs. Donc ça ne va pas être très utile. Ce qu'il faut véritablement, c'est lui dire ce qu'on veut, ce qu'on attend, et les retours qu'on doit en attendre. C'est déjà pas mal là-dessus, c'est qu'on peut définir ses attentes. Et cela vous dira quand vos attentes sont remplies ou pas. Dans ce cas, on attend simplement un set call, un get call. Et on peut lui dire aussi quelle valeur ça doit nous rendre. On crée alors le client, et c'est la seule chose que le test vous donne. Ça vous donne cette méthode qui donne une référence à l'application. Vous pouvez alors utiliser cela comme vous le feriez dans Symfony, et c'est la même chose. Ensuite, vous pouvez utiliser ce composant-là, ce qui permet d'interagir avec votre page. Vous pouvez fixer les valeurs sur les formulaires, soumettre le formulaire. Et ce qui est sympa, c'est que vous n'êtes pas dépendant d'un URL existant. Vous n'êtes pas en train de tester quel URL vous utilisez. Donc l'avantage de cela, c'est que vous faites la même chose que ferait un utilisateur, et vous pouvez changer l'URL de manière sécurisée sans casser vos tests. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Voici un autre exemple. On a ce premier cas de test avec un il faut déjà tester si la forme a été soumise avec succès. Et qu'est-ce qui se passe alors lorsqu'on ne soumet pas de valeur? Et vous voyez que vous avez un code de réponse de 400 dans ce cas. So here again, we just use the mock, tell it what it's supposed to return, and
tell it that we expect that method to be called. So, pretty simple. Simple. You can also... On peut également... I'm really not good at this, am I? Je ne suis pas doué pour ça. All right. So, damn. I'm kind of running short on this one, I think. I'm really sorry about this. Je suis désolé. Alors, je reprends. Does anyone know what Est-ce que vous savez ce que c'est que Travis? Yes? Oui. 3 people? 3 personnes. Few more? All right. So, if you do any open source work, Si vous travaillez en open you source, should use Travis. il faut What is utiliser Travis. C'est quoi? is a service for Travis, continuous c'est un integration. service pour l'intégration en It's continu. basically just En fait, a c'est website where you log in with un your site GitHub. web où vous vous loguez avec votre It, guitare what it does is gives you a et list of all of your ça vous permet projects. de vous donner une liste de You tous vos can projets. Vous pouvez enable continuous integration for the autoriser une project, intégration and then continue it's pour just le gonna projet. run your tests Et à over and ce over and moment-là, over ça again. va So tourner every time en you boucle push vos the tests. GitHub, Donc à it chaque runs the fois que vous test. poussez les guitares, il fait And tourner les whenever tests. something breaks, Et lorsque quelque you get chose an casse, email. vous avez un mail. That's pretty cool because Donc every c'est time you assez push, sympa you're parce just que chaque fois que vous kind of poussez, praying that vous priez you're not qu'il n'y ait gonna pas get de, that de email. mail. So I'm just gonna Je vais passer en improvise revue. after this. Enfin, je vais improviser But maintenant. just a quick recap on what I've told you. Pour résumer, Basically, clean code. les basic principes de principles clean code still s'appliquent apply to toujours. everything. Et il Decouple s'applique your à tout. code, use Il dependency faut injection, découpler, and il faut write tests. utiliser l'injection dépendante et écrire The des tests. example, you can find it on L'exemple GitHub. est sur You can GitHub. take a look at it. Vous pouvez tout à fait le So regarder. what I'm going to do now, Ce que je vais faire I hope this is maintenant, gonna work fine. et j'espère que ça va marcher, I'm just going to show you some of je the vais vous montrer internals of the quelques... Silex code base. Je vais vous montrer l'intérieur, si vous voulez, le revers du codebase Silex. So let's see. Voyons voir. Application. Can everyone see that all right? Is it a bit Tout le monde small? le voit, c'est un peu petit. Hein. Give me a second. On va gonfler tout ça. That's better. Voilà, c'est mieux. All right. Yeah, there's lots of stuff in there. Il y a beaucoup de choses. Hein. Actually, first I want to show you something else. Mais je voulais vous I wanna montrer show autre chose. you the Je vais vous montrer first version la première of Silex version de that Silex Fabien wrote initially. que Fabien a écrit basically au before début. I, C'était avant, en fait, messed everything up. que j'ai tout bousillé. So, there we go. Voilà. So if we go back in history, Si on retourne un peu dans l'histoire, find the best way to do that. Actually, I'm gonna just go to the very beginning here. en fait, je vais revenir au début. So we can look at this commit Pour regarder ce commit. and is there a tree link anywhere? Il y a un lien à l'arborescence ici? Sorry? Oh yeah, I can do that. Story button. So if we look Le at the, bouton story. where's that link? This is not working, is it? We can just look at it here. That's Bon, fine. on va le regarder là. So the initial code base. Le That's code it. base initial, c'est ça. So it really wasn't too much Et code. ce n'était pas beaucoup de code. Hein. What, 60 lines. 60 lignes. So basically, have you guys seen the Vous avez déjà vu by Famier, le by the Famier, blog post on building your own le framework? blog post sur la construction de son propre Well, framework?
Oui, c'est un peu similaire à ça, sauf que c'est un petit peu plus basique. Mais c'est sympa comment cela relie. C'est une espèce de colle entre les composants, en fait. Donc, la manière dont ça fonctionne n'a pas changé. Les fonctions de base, c'est pareil que la première version. C'est juste qu'il y a des choses qu'on a rajoutées par-dessus pour améliorer l'interactivité, mais il fait toujours à peu près la même chose. Au cas où vous vous demandiez comment vous pourriez vous en servir, vous avez un README, vous créez le framework, vous passez un array, une matrice, vous avez des racines au contrôleur, call-handle. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe au niveau du code base. Nous avons la méthode match. Là, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'explication, mais en fait, le match permet de rajouter un contrôleur AT. Et ensuite, tout a changé en fait. Tout change trop vite et j'ai du mal à l'expliquer. La manière dont c'était avant, c'était un get qui appelle match, mais en fait, ça a bougé. Tout a été délégué à des contrôleurs maintenant, une collection de contrôleurs. Donc, si on regarde la collection contrôleur, ici nous avons la méthode match, et ensuite nous avons la méthode get qui appelle le match. C'est ce que je voulais dire. La plupart des choses, la plupart des méthodes dans un applicatif Silex, ce sont des petits bouts de code pour les choses que Symfony fait déjà. Un des exemples que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était l'abort. Abort envoie une exception HTTP, c'est tout ce qu'il fait. Et ensuite, la plupart des autres choses, on enregistre des callbacks ou des listeners, des écoutants sur le patcher. C'est vraiment des choses de base. Il y en a des redirects aussi. C'est juste pour créer la réponse redirect. Donc, toute la logique ne se trouve pas à l'intérieur de Silex. C'est un core Symfony Plus. Et c'est vraiment la même chose avec presque tout. JSON aussi. Donc voilà, c'est assez sympa. Voyons maintenant le Pimple, la classe Pimple, parce que ça c'est vraiment cool. Donc, vous avez un bloc de licence énorme au début du fichier, c'est déjà sympa. Mais encore, le fichier lui-même, c'est quoi? 200 lignes de code. La moitié du code, c'est des commentaires. Donc, en fait, ça doit faire à tout casser 60 lignes. Et ce code est formidable. Cela met en œuvre Array Access, ce qui vous permet de l'utiliser comme un array, vous savez déjà faire ça. Ensuite, regardons le offset get, c'est vraiment cool. Cela vérifie si la valeur qui est stockée dans la classe est une closure. C'est une fonction anonyme. Hein? Et si c'est le cas, il appelle. Et sinon, il renvoie la valeur. C'est très puissant, mais en même temps, c'est archi simple.
On va regarder des parties un petit peu plus avancées. Ça m'a pris du temps pour le comprendre, en fait, parce que faire des choses tellement intéressantes dans si peu de lignes de code, c'est impressionnant. Share, par exemple, cela crée une closure. PHP, on ne comprend pas bien parfois ce que veut dire le mot closure. Vous avez lambda et vous avez des closures. Un lambda, c'est simplement une fonction anonyme. Une closure, c'est une fonction anonyme qui référence ce qui est à l'extérieur. Donc dès que vous avez ce mot-là, vous avez un use. Vous créez une closure parce que vous êtes en train de faire référence aux choses à l'extérieur de la fonction elle-même. Dans ce cas, on crée une closure pour le callable ici. Bon, voilà. Ici, on renvoie une fonction qui a une méthode d'objet statique. Et je vais vous montrer comment on pourrait utiliser une closure pour arriver au même résultat. On peut définir l'objet ici, c'est ça qu'on pourrait faire. Ou on va devoir l'utiliser par référence, en fait. Ensuite, on peut se débarrasser de ça. Puisque c'est défini en dehors, et après on renvoie une fonction dont la référence est ceci, ça sera partagé entre l'ensemble des calls de cette fonction. C'est assez sympathique. Let's take a look. Has anyone ever seen Extend? Vous avez déjà vu So what Extend allows you to do is Extend vous permet, you have some service, vous avez un service par exemple, et vous souhaitez modifier des choses qui se passent avec la création de services. Un exemple de cela, Twig extensions. C'est l'extension Twig. So basically, you have the Twig service, and you want other extensions to be et vous souhaitez que d'autres extensions puissent, ou d'autres prestataires de services puissent enregistrer les extensions sur Twig. Donc, ce que vous pourriez faire dans ce cas-là, c'est, bon, disons que vous avez le service Twig. Vous pourriez faire ceci. Add extension, je pense. Mais le problème, c'est que si vous le faites, un service Twig sera généré. Donc vous n'avez pas vraiment envie de ça. Vous voulez que Twig soit paresseux. Vous voulez qu'il soit créé uniquement lorsqu'il le faut. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire appTwig égale appExtend. Vous avez l'ID, donc vous avez Twig, et donc il faut le fermer pour l'extension, et cette clôture prend... Qu'est-ce qui se passe? C'est assez complexe, n'est-ce pas? Donnez-moi quelques secondes. Donc cette clôture prend... Zut. Quelque chose comme ça. Et le deuxième argument, ce serait le conteneur, si vous voulez. Et ensuite, vous pouvez faire Twig add extension.
Et au bout du compte, il faut y revenir. Donc de cette manière, vous pouvez le rendre paresseux, pour ainsi dire, lazy en anglais. Donc voilà, c'est sympa. Je ne sais pas quoi vous montrer d'autre. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir? Je peux vous montrer quelque chose. Qui a entendu parler de événements? Événements, c'est une bibliothèque que j'ai écrite. C'est en fait c'est un dispatcher d'événements. C'est très simple. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le composant Symfony Event Dispatcher, vous pouvez utiliser ça à la place. C'est beaucoup plus léger et c'est un style de API en fait. Donc, vous pouvez simplement dire en n'importe quel événement, je veux faire telle chose, et ensuite vous allez émettre un événement. C'est un peu la même chose que dispatcher un événement. C'est une bonne bibliothèque pour ce genre de choses. Je n'ai plus d'idées. Je pense que nous allons arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Dans les slides précédemment, vous avez une méthode avant et une méthode après, et vous avez une méthode blue past. Vous avez fait ça assez vite. Est-ce que vous pouvez parler des méthodes avant et après? Est-ce qu'on peut utiliser ça pour sortir le code de validation du contrôleur entièrement? Les méthodes before et after, est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce qu'on peut utiliser les before pour faire la validation à ce moment-là plutôt que de le faire dans le contrôleur? Oui, oui, tout à fait. On peut même... Attendez. On va le regarder. Il y a deux sortes de méthodes before et after, ou deux types de méthodes before. Vous avez global, before et after, qui est en fait exécuté avant chaque requête. Ça pourrait être utilisé pour authentifier, par exemple. Mais vraiment, l'utilisation principale en est de mettre en place des choses de manière paresseuse qui ne sont exécutées lorsque la requête se produit réellement. Donc, l'une des choses pour lesquelles je l'utilise dans Trashbin, c'est app.php. Ici, j'utilise un filtre before et c'est vraiment l'utiliser pour mettre le niveau de Twig. Donc, j'aurais pu utiliser le temple extend, mais je pense que c'est un peu plus intuitif dans ce cas précis parce qu'on n'est pas en train de réellement modifier le service Twig. Donc, je pense que ça pourrait ne pas avoir la meilleure performance lorsqu'on va y accéder, parce que ça va toujours créer un service Twig. Mais je pense que c'est plus intuitif et plus facile à comprendre si vous l'utilisez ainsi. Mais il y a le Middle West qui a été rajouté il y a un mois à peu près de ça. Vous savez ce que c'est que Middle West? Vous connaissez cette fonctionnalité? Ah, très bien, j'ai quelque chose à vous montrer alors. Dans la collection du contrôleur, vous avez une option middleware, ou une méthode middleware. C'est un peu comme un filtre before. Mais cela s'applique pas seulement à tout globalement, mais seulement à une collection de contrôleurs spécifiques. Et on a en fait la même chose du côté de la classe contrôleur aussi. Donc ce que vous pouvez faire,
C'est plus facile de le montrer de cette manière-là. Si vous avez un contrôleur, c'est long à saisir. Vous pouvez appeler donc le middleware et ensuite c'est un filtre before que vous pouvez passer. Par exemple, vous pouvez voir si la personne est authentifiée et ensuite vous pouvez rajouter ceci ici. Donc cette chose-là, je crois que le filtre before du middleware reçoit la requête, n'est-ce pas? On va vérifier ça rapidement. Oui, il le reçoit. Donc c'est logique. Donc on a la requête ici. Donc on peut faire un peu de vérification personnalisée pour voir si l'utilisateur est verrouillé. S'il est verrouillé, donc on ne fait rien. S'il n'est pas verrouillé, on renvoie. On a besoin d'envoyer une réponse, donc on peut renvoyer. On peut rediriger vers le formulaire de login, par exemple, ou quelque chose du genre. Donc c'est assez sympathique, comme ça vous pouvez l'appliquer à ces choses spécifiques seulement pour lesquelles vous voulez avoir une authentification. Et vous n'avez pas ce bazar de... vous ne voulez pas que la route du login soit protégée par le login. Donc vous n'avez pas besoin de vérifier sur quelle page on se trouve. Si on le met juste au point où on en a besoin. Et on peut en avoir des instances multiples de... Vous pouvez faire l'authentification, ensuite autorisation ou des choses comme ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez planifié de prendre en charge le PHP 5.4 collable au niveau de Cable Objects? Les collables. Au lieu de clôture. Au lieu de closures. Eh bien, je pense que ça devrait déjà être pris en charge. Tout collable, même avant PHP 5.4, vous avez déjà le concept de collable dans 5.3 ou 4. La seule différence dans la version 5.4, c'est que vous avez le type-in. Mais ça ne change pas grand-chose. Donc vous pouvez vous en servir partout. Le seul endroit où vous ne pouvez pas vous en servir, c'est dans Pimple. Et en fait, il y a une raison précise pour cela. C'était un problème intéressant, en fait, dans le README de Pimple. Alors, ce qui s'est dit là, voyons voir. Je pense que c'était Session Key ou quelque chose comme ça. Et Session ID. Et ensuite, un service de session qui dépend d'une manière ou d'une autre de la clé. Quelque chose de ce genre. Au début, il y avait une prise en charge de n'importe quel collable et pas seulement les closures. Mais la question, c'est si on revient à Pimple et on regarde l'offset, on n'utilisait pas les closures, aux instances de closure, on utilisait des if is callable. Maintenant, le problème, c'est Session ID, c'est en fait une fonction qui existe dans le PHP. Donc cette valeur est collable.
Donc, cela ne va pas renvoyer la chaîne des caractères, il va essayer d'appeler une fonction. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de le changer, de n'utiliser que pour les closures. Mais partout ailleurs, ça va marcher. Donc, la seule différence, pour pouvoir prendre en charge tout callable, c'est qu'au lieu de faire cette fonction to call a function, on fait for user. Et dans le PHP 5.4, on peut utiliser ce syntaxe-là, même si f est une chaîne de caractères. Donc on peut vraiment autant utiliser le syntaxe awesome ou quelque chose comme ça. Je pensais aux objets invocables. Peut-être qu'on peut vérifier pour isClosure ou isObject et asClosure pour éviter justement les appels de fonctions globales comme SessionID, etc. Je ne sais pas. J'en suis pas certain. Ça pourrait être pris en charge aussi. Si vous vouliez vraiment le faire, vous pouvez faire une sous-classe de closure et après vous faites un override. C'est pas très joli, mais ça marche. Y a-t-il d'autres questions? L'une chose où Silex marche bien, c'est pour le prototypage d'applicatifs. Mais il peut se produire que vous allez faire un prototype qui marche et après l'application grandit et vous essayez de sentir vous commencez à sentir le besoin d'avoir Symfony 2 derrière le rideau plutôt que Silex. Y a-t-il un moyen de structurer le contrôleur de manière à pouvoir facilement convertir vers un contrôleur Symfony 2? Non. Tout d'abord, les contrôleurs ne devraient pas contenir beaucoup de logique de toute façon. Il faut extraire le plus possible dans les classes séparées. Migrer ça vers Symfony ne va pas être beaucoup de travail. Donc je pense que la difficulté principale réside dans le fait que vous avez Pimple, parce que c'est différent entre Silex et Symfony. Donc ce que vous pourriez faire, si vous le vouliez, c'est d'utiliser le composant d'injection de dépendance de Symfony. Et on peut utiliser ça avec Silex, parce que là, vous allez pouvoir copier-coller plus ou moins le code de contrôleur dans Symfony, dans le contrôleur bus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser des classes pour les contrôleurs. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais à ce moment-là, il ne faut pas utiliser Silex, parce que autant utiliser Symfony dans ces cas-là. Est-ce que ça répond à votre question? J'aurais dû poser des questions plus tôt. Il y en a d'autres? Même genre de questions que la dernière. Quand est-ce que vous tirez un trait entre quelque chose qui peut être développé juste en utilisant Silex et dans quel cas est-ce que vous recommandez justement un cadre plus étendu? Quelles sont les difficultés par rapport à Silex? Dans quel cas est-ce que vous allez l'utiliser? Ou Symfony ou tout autre framework? Je pense que ça dépend de la taille. Si vous savez en amont que la base de code va vraiment grandir, va se développer, eh bien, il ne faut pas utiliser Silex. J'ai entendu parler des gens qui avaient écrit des choses assez imposantes dans Silex en utilisant les techniques que je vous ai démontrées. C'est possible de cette manière-là. Mais je pense que si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser pour des grandes applications. C'est une question de goût finalement. Mais personnellement, quant à moi, si je sais que ça va être un projet grand, je vais passer sur Symfony. Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Oui? Non? Ok. Good. Thanks, everyone. Merci beaucoup. Please don't rate my talk.